Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du vendredi 21 octobre 2022. On se retrouve pour clôturer une semaine avec un BTC à 19 000 $. Encore une semaine où il ne se sera finalement strictement rien passé et c'est à se demander comment BTC arrive encore à tenir dans un tel mouchoir de poche aussi resserré au niveau de son range. On peut constater ici au niveau du top 10 déjà qu'on a des reculs de -3, -4 à -6,66 du côté de Uniswap. On a plus 3,35 toujours du côté de Quant qui arrive à se tenir dans le vert. Et enfin, en bas du tableau du top 50, nous avons Axie Infinity qui perd en momentum, -9% sur la journée, -20 sur la semaine et -26 sur le mois. C'est une des plus grosses contre-performances du top 50. Du côté donc du 4 heures, toujours dans ce range mortuaire, si je puis dire, on a les open interest qui sont complètement à plat. Il ne se passe strictement plus rien sur le marché crypto. Et c'est pas les statistiques du côté de YouTube qui disent le contraire, puisque quand bien même les vues continuent de se maintenir comme je vous disais dans la dernière émission, et ça fait plaisir, vous êtes toujours là, on tourne entre 15 et 20 000 vues par jour, ce qui est énorme en bear market, et bien du côté de l'acquisition mensuelle, on est au plus bas quasi par rapport à tous les débuts de la chaîne. Donc d'un côté, comme je ne demande pas sur la chaîne à s'abonner et tout ça, c'est une métrique qui peut tomber pour le coup quasiment à zéro au bout d'un moment, et ça nous donnera aussi le là par la suite lorsqu'il y aura de nouveau un quelconque engouement. Donc c'est une métrique que je surveille quotidiennement. Le Crypto Fear and Greed 23 dans l'extreme peur, strong buy du côté des ordres de marché. Ce matin 8h30 que j'enregistre l'émission. CryptoRod qui nous mettait en avant une pattern sur Ethereum, quelque chose qu'on voit peu souvent finalement, un Gartley, donc c'est une figure harmonique, c'est de l'analyse technique un peu avancée, et je vois parfois des personnes se moquer un peu sur les réseaux et ailleurs de ceux qui font de l'analyse technique, et le but effectivement c'est pas de tracer 3 traits dans tous les sens, de faire un peu comme un gamin de 3 ans et de se dire ça va descendre ou ça va monter, mais c'est uniquement de mettre des chances, des probabilités de notre côté quand on sait qu'il y a des supports, des résistances, ne serait-ce que faire de l'analyse complètement basique en voyant où est venu travailler le prix au travers du temps. Ce qu'on voit ici au niveau de l'analyse technique, pour résumer le plus simplement du monde, c'est en gros la psychologie du marché qu'on a retranscrit avec tout simplement une impression graphique qu'on peut interpréter. Le but n'étant pas de sortir sa boule de cristal et d'essayer demain, un jour ou l'autre, voilà, de dire ce qu'il va en advenir. En tout cas, par rapport à ça, eh bien, si on a effectivement cette figure qui se réalise, on pourrait repartir en direction des 1700 à 1800 $ pour Ethereum. Coins.fr avec Stardust, une entreprise qui offre des outils permettant aux développeurs d'intégrer des NFT dans les jeux vidéo. Ils viennent de lever pas moins de 30 millions de $ auprès de Framework Venture. Alors je sais pas si c'est un alpha caché ou peut-être un peu un tonte de réseau social, mais on a Marc qui nous disait que AAV n'aurait pas délivré encore à l'heure actuelle 5% de tout ce qui est prévu sur la roadmap. Donc c'est vrai que la DeFi a eu son avènement là ces dernières années et on a été pleinement les acteurs de voir les TVL passer de quelques millions au début à plusieurs milliards voire dizaines de milliards, et là maintenant que on a eu toute cette phase d'aplat, toute cette phase de bear market qui est passée au-dessus, on a les très bons élèves comme AAV qui continuent de construire, et c'est vrai qu'on se demande ce que ça va donner d'ici au prochain cycle avec de très belles choses certainement qui sont dans les tuyaux. Genzi qui met en avant que le hash rate est en train de continuer de moon au niveau du BTC et que historiquement c'est pas très bullish pour le coup, puisque quand on a le prix qui stagne en bear market et qu'on a le hash rate qui monte énormément d'un seul coup, derrière souvent ça entraîne une capitulation des mineurs qui peut entraîner elle-même une capitulation au niveau du prix. Les deux marchent souvent un peu de consort, donc quelque chose à surveiller. Après il y a des personnes qui dans les commentaires n'étaient pas du tout d'accord avec ça, donc pour le coup j'ai pas d'avis particulier, si ce n'est que d'un point de vue des métriques de ce qu'on peut observer, effectivement quand il y a le hash rate comme ça qui monte très haut, alors que quand même le Bitcoin actuellement est sur un niveau de prix qui peut-être n'est pas si intéressant que ça pour une majorité, en tout cas c'est un peu le biais du dernier survivant là au niveau du mining. Voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant à observer, et si jamais derrière il y a une grosse descente de quelques milliers de dollars, je serais curieux de voir si les mineurs à nouveau viennent à capituler. On a Tesla qui a rendu donc ses rapports trimestriels et qui pour le coup est très profitable en tant qu'entreprise, mais surtout ils détiennent toujours leurs 10 500 bitcoins. Alors ils n'en ont pas vendu, mais
ils n'en ont pas rajouté non plus à leur balance. Comment doit-on l'interpréter? En tout cas, Elon Musk continue de faire des tweets un peu, j'allais dire, voilà, tendancieux à des moments, d'un air de dire je vous laisserai pas tomber et tout ces dernières 24 heures. Est-ce qu'il parle des crypto-monnaies? Est-ce qu'il parle de son entreprise? De quoi parle-t-il? On peut légitimement se poser la question. Ki Hongju qui met en avant que les whales sont en train d'accumuler et ça se passerait du côté de Binance, et on avait eu aussi des outflows assez conséquents récemment du côté de Coinbase Pro. Donc petit à petit autour de 19 000. On est tous dans cette attente que ça décroche peut-être au sud par ce pessimisme ambiant qui a pris le dessus sur l'intégralité du marché. Mais pour autant, si on analyse la chose froidement et pragmatiquement, nous sommes entre 18 et 20 000 depuis des semaines, des mois désormais. Donc c'est peut-être aussi avant-coureur annonciateur du fait effectivement que les grosses positions, les grosses mains sont en train petit à petit, doucement mais sûrement, d'accumuler sur les niveaux de prix sur lesquels nous travaillons pour ensuite essayer d'aller chercher la liquidité, d'aller pousser le prix une fois que l'offre est asséchée sur les différents échangeurs. Si minuscule face à l'immensité, c'était Eric Lagadec, donc je crois qu'il travaille directement, voilà, astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur, et qui nous montrait donc les comparatifs avec Hubble précédemment et maintenant le niveau de détail avec le James Webb qui est un télescope de nouvelle génération et qui permet de sonder les confins de l'espace. Et ici ce que vous avez à l'écran, alors c'est marrant puisqu'il y a des personnes dans les commentaires qui ont dit c'est la main de Dieu pour le coup, et c'est aussi le titre d'un bouquin de Einstein, si je dis pas de bêtises, la main de Dieu, puisqu'il disait que dans les chiffres, on a une telle rigueur mathématique au niveau des lois qui régissent l'univers que ça ne peut pas être l'œuvre totale du hasard. Donc après, je vais pas rentrer bien évidemment dans des considérations religieuses ou quoi que ce soit sur la chaîne, mais c'est vrai que là, par rapport à ça, c'est les piliers de la création, c'est pas la main de Dieu, et en gros, tout ce que vous voyez ici à l'écran, ça représente des milliards, je crois, si je dis pas de bêtises, d'années-lumière, en gros, pour passer d'un endroit à l'autre, et ça serait une des plus grosses pouponnières qu'on ait pu tout simplement consulter au travers de ces télescopes et avec la technologie qu'on a actuellement, d'étoiles, de planètes et de galaxies qui en sortiraient au travers du temps, puisque là aussi finalement quand on observe au travers de ces lumières et au travers du temps, on voit le passé, c'est-à-dire le temps que la lumière vienne à nous parvenir sur Terre. En gros, c'est comme si on voyait des milliards d'années en arrière dans le cosmos et dans l'espace. Donc je vais pas vous faire mal à la tête de bon matin avec tout ça, mais c'est un des sujets que je trouve les plus passionnants au monde et qui, même si ça nous ronge le cerveau quand on se met à y penser un peu plus sérieusement, et ça nous rend complètement humble et petit par rapport à ce que nous représentons, la Terre et l'être humain à son échelle, en plus qui plus est par rapport à tout ça quand on parle en milliards d'années et d'années-lumière pour les distances, c'est complètement fou et ça dépasse de très loin, je pense, l'entendement que peut se représenter un cerveau humain et qui à ce jour vit en 3 dimensions, alors que là, probablement, voilà, la dimension du temps à l'échelle du cosmos peut bien prendre d'autres dimensions et d'autres formes certainement. Un sujet largement évoqué par Vitalik Buterin, ce sont les bridges qui sont à l'origine de plus de la moitié des piratages et exploits afférents à la finance décentralisée. On a vu il y a chaque jour un protocole presque qui se prend une tuile. Donc les surcouches, les sous-couches sont souvent pointées du doigt et c'est vrai que des projets comme Axelar sont en train justement d'accélérer, je ne sais pas si le jeu de mots est bien choisi, mais autour de ce sujet pour permettre d'avoir une interopérabilité beaucoup plus sûre, beaucoup plus saine aussi. Et c'est vrai qu'il y a des personnes aussi qui nommait Flare du côté donc d'un projet transverse à XRP, si je dis pas de bêtises, Ripple. Je vous avouerai que je suis pas du tout rencardé sur la galaxie Ripple, sur Flare et tout ça, donc je vais pas vous dire de bêtises et parler de ce que je ne connais quasiment pas. N'hésitez pas à me dire là aussi en commentaire si on passe à côté de quelque chose et on ira jeter un coup d'œil pour le coup, puisque ça a l'air d'intéresser quand même pas mal de membres de la communauté. Grégory Raymond, près de 5 ans après son concurrent Revolut, c'est N26 qui lance enfin un service d'investissement crypto. Comme sur Lydia, ça sera Bitpanda qui tourne en marque blanche. Donc Bitpanda qui petit à petit est en train de se faire un nom dans l'industrie en sécurisant déjà précédemment Lydia. Effectivement, ça tourne plutôt pas mal. Ça permet d'acheter des actions dès 1 € et il sera disponible dans un premier temps qu'en Autriche, qui est le pays maison mère de Bitpanda, avant par la suite un déploiement dans les autres marchés prochainement et dont la France. Le X-Day Paris, donc ça sera autour d'une conférence énorme
énorme qui sera proposé par Elrond, ça sera du 3 au 5 novembre et ils ont le strategic partner avec Mastercard. Donc clairement Elrond qui en ce moment eux sont en train de mettre les bouchées doubles. On a Phil qui nous mettait en avant d'un point de vue du chart mais surtout des ordres que actuellement on a une prédominance de liquidité autour de 20.5 donc 20 500 $, et qu'en bas la bataille est engagée plutôt autour de 18. C'est ce qui crée ce ping-pong avec un resserrement énorme de volatilité mais qui ne devrait pas tarder à trouver son terme, et c'est forcément un des deux camps évidemment qui va finir par perdre à la hausse ou à la baisse, mais en tout cas ça va dégoupiller très très fort derrière. Tim Cook d'Apple, donc le CEO, qui déclarait que c'est toujours important pour les gens de comprendre ce que sont les choses, et pour l'instant il pense que personne ne comprend ou la majorité ne comprend pas ce qu'est le métaverse, et je suis plutôt d'accord avec lui puisque déjà pour faire rentrer dans les mœurs entre guillemets les NFT en tant que tel, c'est doucement en train de le faire mais parce que les stars s'en sont emparés d'un point de vue mondial, mais alors ensuite le métaverse, là pour le coup je suis un peu plus dubitatif et je pense que ça risque de prendre pas mal de temps, et c'est aussi vérifiable là aussi par le simple fait que Facebook avec sa branche Meta depuis qu'ils ont renamé tout ça sont en train de perdre un fric colossal. Alors probablement peut-être que plus tard ils auront raison, mais pour le moment le métaverse effectivement je suis assez d'accord avec Tim Cook, je vois tout ce qu'il peut en découler derrière et c'est extraordinaire, mais on est encore un peu tôt là-dessus. Documenting Bitcoin qui faisait l'analogie avec Internet, dans les années pré-2000, 97, on avait 140 millions d'utilisateurs pour Internet. En 2007, donc 10 ans plus tard, il y avait pas loin de 4 milliards. Bitcoin aujourd'hui, 140 millions, qui fait penser à Internet des années 2000. Est-ce que dans 10 ans de plus, nous serons 4 milliards d'utilisateurs de crypto sur la planète? Je vous laisse répondre une fois de plus à cette question. Coins.fr avec le CEO d'Ariani, c'est un projet français pour rappel. Il pense que l'opportunité est là pour les grandes marques de construire leur indépendance numérique, notamment au travers de NFT, de wallet. Le secteur a cependant besoin de grandir et de gagner en sécurité juridique par rapport à une déclaration de l'ADAN, pour laquelle d'ailleurs Marc, notre cher Marc, a été nommé président de la branche DeFi, si je dis pas de bêtises. Donc félicitations à lui au passage, ça fait super plaisir d'avoir des personnes comme ça autant impliquées dans l'écosystème. Rien à voir avec la crypto, mais Liz Truss, qui était la première ministre pendant 44 jours de la Grande-Bretagne, vient de démissionner en tant que première ministre. Ça serait potentiellement Boris Johnson qui reviendrait à la tête du gouvernement, mais entre-temps j'ai vu passer d'autres infos que ça serait peut-être une autre personne. Donc pour le coup là aussi j'ai pas rescruté ce matin l'intégralité de l'actualité autour de l'Angleterre, mais c'est vrai que ça bouge beaucoup. On a vu que d'un point de vue financier c'était clairement pas serein ces temps-ci. Je sais pas trop où en ce moment va la Grande-Bretagne, mais on dit souvent la France et tout machin bidule, ça part pas dans le bon sens, mais on voit que quand on regarde un peu au niveau des voisins, c'est pas toujours tout rose non plus. Unfolded au niveau de la volatilité, Bitcoin qui est égal au Nasdaq, c'est la première fois depuis 2020 et qui est au plus bas comme on peut le constater ici. Le SP500 c'est exactement la même musique. Circle donc avec Axelar qui pour le coup se lie pour un partenariat afin que USDC puisse faire du multi-chain sans avoir justement cette problématique de bridge ou de sécurité. C'est un énorme bon point pour le coup pour USDC et pour Axelar, puisque d'un point de vue de la liquidité, d'un point de vue de comment ils vont être tout simplement perçus par l'intégralité du marché, j'ai la sensation là qu'on tient quand même une petite pépite pour les 2-3 prochaines années. Après, pour le coup, ça avait été capitalisé au niveau des tokenomics et tout ça en bull run. Le projet sort en bear market. Le token en sale public avait été vendu autour de 1 $ symbolique. On a fait 60 centimes au listing. On est de retour à 90 centimes, voire ce fameux dollar symbolique sur la zone sur laquelle c'est en train littéralement de buter le cours. Donc fondamentalement, les investisseurs déjà là, même en bear market, n'ont pas perdu d'argent. C'est déjà ça, j'ai envie de dire. Peu importe que ça soit les VTCs qui ont eu 30 fois moins cher, les personnes en private sale qui ont eu 10 fois le prix des VTCs déjà, et ensuite la public sale qui a eu encore 10 fois le prix. Donc c'est sûr que c'est atroce pour la public sale, on va pas se le cacher, mais c'est un projet en tout cas qui délivre, qui est là, qui plaît aux investisseurs, qui plaît aux grandes boîtes et qui pour le coup a l'air de vouloir se frayer un chemin. Donc clairement pas à jeter au fond du panier immédiatement pour Axelar, et je suis vraiment curieux de voir justement un projet qui a fait ses fondations en bull run, qui est arrivé en bear market, ce que ça va donner quand il y aura de nouveau un dernier cycle bull.
On revient rapido sur Cryptost et Tesla, donc qui aurait déclaré dans son dernier rapport trimestriel que la réserve de Bitcoin n'avait pas subi le moindre changement sur les 3 mois concernés, et Tesla qui continue de caracoler au niveau de ses ventes et de sa transformation, puisque petit à petit, notamment avec les gigafactories de Berlin et de Shanghai, tout se passe pour le mieux, mis à part les pénuries effectivement qui pourraient se pointer de semi-conducteurs ou d'autres composants qui là pourraient leur poser des soucis. Mais on rentre à nouveau dans d'hypothétiques spéculations sur le devenir justement de l'industrie des semi-conducteurs. Une fois de plus, ça touche directement la géopolitique et notamment ce qui peut se dérouler du côté de Taïwan. J'attaque une fois n'est pas coutume par une action américaine. Je screenais un peu, je regardais ce qui se passait tout à l'heure au niveau de ma liste TradingView. C'est Roblox, on part du côté du jeu vidéo et je me suis dit c'est une pattern qu'on adorerait voir du côté des cryptos puisque c'est une pattern extrêmement bullish avec un double creux ascendant qui se compresse, contraction dans un triangle rectangle ascendant, le tout avec depuis 15 jours des volumes qui sont eux-mêmes ascendants et un très joli rebond sur un RSI médian. Donc voilà, c'est typiquement ce qu'on voudra voir en termes de retournement plus tard pour le Bitcoin, pour les altcoins. Il y a certains alts qui sont déjà en train un peu de nous faire ça, mais je vous passe immédiatement le Bitcoin pour vous montrer que lui, on est encore très loin de faire ce genre de patterns qui sont sexy pour le coup. On est complètement à plat, volatilité qui est complètement dead, on a les volumes qui sont quand même rentrés ici sur Binance, notamment puisqu'ils ont offert les frais de trading, mais on sent qu'on s'essouffle. La bonne nouvelle aussi, quand on parle d'essoufflement, c'est que ça peut être un essoufflement des vendeurs également. On n'est pas obligé pendant 3 décennies encore de se faire tous les matins ramoner le portefeuille. Donc il y a un moment où ça deviendra moins intéressant pour les vendeurs d'aller chercher toujours plus bas, toujours plus fort et il y aura plus à gratter à la hausse et tout le monde, le consensus se remettra à acheter et se dira c'est bon, c'est le bon moment, le marché crypto a assez subi, on a eu les prix qu'on voulait et tout va bien. Pour l'instant, en tout cas, je me pose la question de dans quel sens ça peut partir sur cette fin de contraction qui malheureusement me rappelle un peu celle qu'on avait eue ici à l'époque avant le décrochage de 2018 lorsque le cours du Bitcoin a tout simplement consolidé pendant 2-3 mois avant de décrocher de 6000 à 3000. Donc j'ai pas envie de faire l'oiseau de mauvais augure ou d'annoncer des mauvaises nouvelles, mais comme je vous le disais, si on part du principe qu'on revient à 15 000 ne serait-ce que sur Bitcoin, ça fait un décrochage, une amplitude de 4000 $. Pareil à la hausse, si on casse à la hausse, on fera 25 000 et peut-être 28 à 30 000 d'ici la fin de l'année s'il y avait là aussi un certain FOMO qui se déclenchait si on arrivait à partir à la hausse. Ça me paraît un peu ambitieux de repartir comme ça, ni vu ni connu, on se tape dans la main et tout va bien. Donc comme d'habitude, je me méfie énormément de ce marché crypto qui a toujours aimé nous faire un peu souffrir en bout de course. ES1, le SP500 qui est légèrement en négatif, on voit que pour l'instant, ça n'arrive pas à franchir les 3800 points. Ethereum, je repasse pas dessus, c'est exactement comme sur Bitcoin, il ne se passe strictement plus rien. On avait AAV qui reprenait un peu de vélocité, mais qui pour le moment est stable autour de 80 $. C'était également le cas de IGLD. La Bitcoin dominance, malgré tout, qui petit à petit, 42%, est quand même dans le positif. On n'a toujours pas fait de mouvement d'ampleur, mais je suis persuadé que lorsque Bitcoin va déclencher, une fois de plus que ça soit à la hausse ou à la baisse, cette dominance dans un premier temps devrait monter assez substantiellement. DXY 113 points qui à chaque fois qu'on a une petite mèche baissière continue lui aussi d'être attractif. Donc ça veut dire que l'argent ne revient toujours pas en grande pompe, en grande liquidité sur le marché et c'est ce qui fait qu'on est complètement bloqué. On a l'impression d'avancer de 100 $, de reculer de 100 $, 500, moins 500 et c'est une phase de marché où clairement le désintérêt prime pour le coup et c'est ce qui fait aussi qu'au global les gens petit à petit sont en train de passer à autre chose, de s'intéresser à autre chose. C'est pas forcément des gens qui sont sortis du marché crypto, mais c'est des gens qui attendent que voilà, on ait un retour de quoi que ce soit qui se passe, que ça soit justement haussier ou baissier. 19 000 tout rond, 45 hier pour le BLX, donc toujours dans cet attentisme d'avoir le mouvement impulsif qui devrait tôt ou tard arriver puisque c'est très rare qu'on finisse par contracter un peu comme fin 2018 aussi longtemps. On pourrait encore le faire, pourquoi pas, jusqu'à la fin du mois d'octobre,
Mais clairement, là, la résolution, c'est pour cette fin de 2022. On n'a plus que 2 mois désormais jusqu'à la fin de l'année. Et j'espère vivement que derrière, l'élan de la nouvelle année 2023 nous apportera des meilleures nouvelles, de meilleurs ciels qui s'ouvriront au-dessus de nos têtes, puisque là, c'est vrai que depuis bien un an, désormais, c'est très très compliqué sur les marchés. Et ça met la patience et les nerfs de tout à chacun à rude épreuve. Donc, continuons de nous serrer les coudes et d'observer tout ça ensemble au quotidien. Je prends toujours autant de plaisir à vous retrouver. Et pour ma part, donc, ça sera peut-être demain, peut-être après-demain, maximum lundi s'il ne se passe rien au cours du week-end, mais dans tous les cas, on continue d'être là et d'avancer tous ensemble. En vous souhaitant une très bonne journée, un très bon début de week-end et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.